Au début des années 60, les Britanniques de chez Hawker Siddeley présentent leur étonnant démonstrateur P1127 ayant la capacité de décoller et d'atterrir de manière verticale. Et même si l'avion peine à s'imposer au sein de la Royal Air Force, du moins au début, on l'a vu sur cette chaîne, je mets le lien en fiche au cas où, l'appareil d'Hawker prouve que le concept de VTOL est non seulement possible, mais également réaliste. D'ailleurs, pas mal d'experts de l'époque pensent même que les avions de ce type sont tout simplement l'avenir de l'aviation. De l'autre côté du rideau de fer, en Union soviétique, on partage les mêmes questions quant à l'utilisation de telles machines. Mais déjà, guerre froide oblige, on ne peut tout simplement pas laisser l'Ouest faire cavalier seul sur cette technologie. Comme sur tout un tas d'autres sujets d'ailleurs. Et pire, si en plus c'est bel et bien l'avenir de l'aviation, tout retard serait très difficile à rattraper. Ainsi, un programme d'essai est mené sur ce type d'appareil par Yakovlev et il conduit à la réalisation du Yak-36, à la philosophie assez proche de celle adoptée par les Britanniques. Mais n'ayant pas de moteur Pegasus en magasin, ou du moins d'équivalent, l'appareil est propulsé par deux réacteurs et non un. Ces réacteurs sont des Tumansky R-27, semblables à ceux montés sur les premiers MiG-23, mais ici sans la post-combustion. Malgré tout, chacun fournit un peu plus de 5 tonnes de poussée, ce qui fait un total de 10 tonnes, une valeur proche de celle du Pegasus pour une machine qui pèse 9 tonnes à pleine charge. Chaque R-27 ne possède par contre qu'une seule tuyère orientable sur le côté, et non deux. Donc ici, pas de poussée au niveau des compresseurs. Alors, pour que la sustentation fonctionne, il a fallu que ces tuyères soient placées au milieu de la machine, au plus près du centre de gravité, imposant le montage des moteurs dans la partie avant du fuselage avec ses entrées d'air béantes, donnant ainsi au Yak-36 ce look, disons, si particulier. On retrouve également sur le Yak un train d'atterrissage monotrace et des bus de contrôle disposés aux quatre coins de la machine pour les phases de vol stationnaire ou de transition, soufflant de l'air prélevé au compresseur des Tumansky. La plus notable est celle montée au bout de sa longue perche située à l'avant, n'arrangeant rien au physique déjà difficile du Yak-36. La machine débute ses essais à partir de l'été 1963 et vont se poursuivre jusqu'en 1966 pour maîtriser le contrôle dans toutes les phases de vol. Comme amélioration, on peut noter que des panneaux mobiles ont été rajoutés sous l'avant du fuselage pour empêcher la réinjection de gaz qui a tendance à faire éteindre les moteurs. Bien qu'une démonstration en public en octobre 67 démontre que la machine fonctionne, lors de laquelle d'ailleurs le Yak-36 obtient le code OTAN Freehand, la capacité se résume à deux pylônes d'emport, un rayon d'action de 350 km et des performances de vol très limitées avec une vitesse de pointe de moins de 1000 km/h. On peut noter également que les essais ont mis en lumière un petit problème lié à l'architecture à deux réacteurs. Si l'un des deux dysfonctionne lors de la sustentation, l'avion bascule violemment et le pilote n'a pas le temps de s'éjecter. Yakovlev travaille donc sur un siège éjectable automatique pour pallier à cet écueil. Mais finalement, l'armée de l'air soviétique se désintéresse du Yak-36, ne voyant manifestement pas quoi faire d'une telle machine. Seuls deux Yak-36 ont été produits. Malgré cet échec, la marine soviétique, elle, se rapproche à son tour de l'OKB Yakovlev. En effet, ces projets de grands porte-avions à catapulte ont été eux aussi refusés par l'état-major, car trop onéreux, trop cher à fabriquer et surtout, il faut une flotte entière pour les protéger en mer. Ils imaginent, disons, une solution alternative avec l'aide de Yakovlev, pour obtenir enfin une force aéronavale embarquée en utilisant des navires de taille plus modeste. Alors Yakovlev travaille sur une évolution de son avion VTOL renommé Yak-36M, mais les études dérapent vite vers un appareil totalement différent. En effet, à cette date, Rybinsk peut fournir le moteur RD-36. C'est un réacteur très compact mais puissant destiné à la sustentation. Il ne pèse que 200 kg mais peut fournir 2 tonnes 800 de poussée. Ce moteur avait été installé sur les MiG-21 PD ou MiG-23 PD en position verticale pour réduire les distances de décollage et d'atterrissage. Même si ces machines ne sont restées qu'à l'état de prototype, Yakovlev pense que la meilleure solution résulte dans un mélange de ce qu'ils ont appris avec le Yak-36 et l'utilisation du RD-36. Ce Yak-36M qui en résulte n'a donc plus rien à voir avec le Yak-36 d'origine. Le fuselage est plus fin avec des entrées d'air latérales, ces dernières alimentant à présent un unique R-27 repensé. Il est plus puissant avec 6 tonnes et demie de poussée et possède deux tuyères orientables. Il se retrouve dans la partie arrière du fuselage. Pour compenser la perte du second R-27 et d'équilibrer la poussée de sustentation, deux RD-36 sont installés derrière le cockpit en position verticale, enfin légèrement inclinés pour souffler vers le centre de gravité.
Lors de leur mise en route, des trappes sur le dessus et le dessous du fuselage s'ouvraient. On retrouve des bus de contrôle fonctionnant avec de l'air prélevé toujours au compresseur du R-27. Des bus fixes dans les ailes pour gérer le roulis et 2 orientables dans le fuselage, une à l'avant de la roulette de nez et une dans le cône arrière pour gérer de manière combinée le tangage et le lacet. En prévision d'une utilisation sur porte-avions, les ailes en flèche sont repliables. Elles possèdent 2 pylônes d'emport chacune pour une capacité totale de seulement 1 tonne. Prévues pour des petites bombes, des roquettes, des missiles RR-R60 ou même anti-navires, des KH-23 radioguidés. Un canon GSH-23 pouvait être installé en nacelle façon MiG-21 PFM. Conçu comme un appareil d'attaque de jour, il possédait un détecteur d'alerte radar, mais aucun radar embarqué et une avionique sommaire. L'appareil a volé pour la première fois en 1970 avec un décollage et un atterrissage conventionnels. Et des vols verticaux sont réalisés 2 ans plus tard. La marine soviétique tient ainsi son appareil embarqué à décollage vertical. La production en série est validée sous la désignation Yak-38 et son code OTAN est Forger. Dans un même temps, les hautes instances soviétiques ont également validé la mise en production des navires de classe Kiev, sur lesquels les Yak-38 sont censés opérer. Les classes Kiev sont des bâtiments très particuliers. Ils ont été conçus comme des croiseurs lourds ayant, si on peut dire, une piste de décollage en plus, et donc censés être capables d'opérer seuls en mer sans le soutien d'un groupe aéronaval, sa défense étant assurée par ses propres armements de bord. Et ils étaient donc lourdement armés de missiles mer-air, mer-mer et même de systèmes de lutte anti-sous-marine avec des tubes lance-torpilles et de missiles dédiés. La piste était de travers pour laisser de la place sur la proue du bâtiment pour être comblée avec de l'armement. Le plus remarquable étant les énormes lance-missiles de croisière P-500 Basalt à la portée de 700 km, pouvant être équipés d'une tête nucléaire. Et accessoirement donc, les hangars de ces bâtiments pouvaient accueillir une douzaine de Yak-38 et à peu près autant d'hélicoptères. Fortement appuyé par la marine, forcément, la validation du Yak-38 s'est faite sans trop regarder les détails. Et la mise au point des versions de série a mis en lumière quelques, disons, petits problèmes. Bien que le pilote automatique SAU-36 était capable de maintenir une attitude correcte de la machine en vol stationnaire, la disposition des moteurs et la répartition des masses rendaient l'appareil particulièrement difficile et dangereux à contrôler lors des phases de sustentation à faible vitesse. Lors de ces phases, avec les RD-36 de sustentation allumés, la consommation de carburant était tout simplement gargantuesque, réduisant drastiquement le rayon d'action de la machine. On parle ici de seulement 100 à 200 km. Et l'avion ne pouvait pas non plus décoller verticalement à pleine charge. Il fallait faire le choix entre enlever du carburant ou de l'armement. Et c'était pire par temps chaud. Plus grave, les RD-36 avaient des tendances à la surchauffe, et leur fiabilité était mauvaise. Et ce, malgré des remplacements complets toutes les 22 heures d'utilisation. Sachant que toute défaillance d'un de ces 2 moteurs avait pour résultat la perte de l'appareil. En vol, le Yak-38 se montrait plutôt rapide, avec un Mach 0,95 à palier, mais l'agilité était médiocre. Encore une fois, la faute à la répartition des masses avec ces 2 moteurs de sustentation qui devenaient des poids morts en vol conventionnel. Finalement, seule bonne nouvelle pour les pilotes, la présence d'un siège éjectable à déclenchement automatique par le système SKEM, celui qui avait été prévu au départ pour le Yak-36. Ce dernier se mettant en service dès que les tuyères passaient les 30 degrés de rotation et déclenchait l'éjection sans l'avis du pilote si le roulis dépassait 30 degrés, considérant l'avion comme impossible à rattraper, ou si le tangage dépassait 20 degrés vers l'avant ou l'arrière, considérant qu'un des 2 moteurs avait lâché. Vous l'aurez compris, ça ne va pas du tout. Mais les budgets engagés dans cette affaire sont tels qu'une marche arrière est tout simplement impossible. Et le premier porte-aéronefs croiseur Kiev est mis en service en 1975, et 3 autres navires de la même classe sont en cours de construction, le Minsk, le Novorossiysk et le Bakou. Hors de question pour les soviétiques de faire naviguer ces bâtiments sans avion à mettre dessus. Ainsi, environ 150 Yak-38 furent produits pour être déployés sur ces 4 navires, dont presque un tiers a été perdu lors d'accidents. En fait, au premier abord, ce n'est pas si mal pour l'époque. On est d'ailleurs dans les mêmes proportions au niveau des pertes que celles que les Britanniques ont subies avec le Harrier. Mais bon, pas sûr que les Yak volaient aussi souvent que les Harrier. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le siège éjectable à déclenchement automatique a lui permis de sauver la vie à un grand nombre de pilotes soviétiques. On peut noter que les Yak-38 ont même connu les combats. En effet, 4 machines ont été envoyées en Afghanistan à l'été 1980 pour évaluation pendant 2 mois et demi, dans des conditions d'altitude et de température élevées.
Et malgré la perte d'un appareil, les résultats n'ont pas été si décevants que ça. L'avion pouvant tout de même opérer sur des terrains difficiles, au plus près des combats, malgré des capacités extrêmement limitées. Évidemment, conscient de tous ces problèmes, Yakovlev avait essayé de rectifier le tir, avec tout d'abord la mise en service du Yak-38U en 1978, un biplace d'entraînement. Reconnaissable avec son disgracieux cockpit qui penche vers le bas, pour permettre à l'instructeur assis en place arrière de voir devant lui. Grâce à la mise en service de presque 40 appareils de ce type, la formation des pilotes a pu être grandement améliorée, faisant un peu infléchir le taux d'accident. Puis, avec la mise en service du Yak-38M à partir de 1982, une version améliorée avec l'intégration d'un nouveau Tumansky R28 pour le moteur principal, 10% plus puissant et un peu plus économe, et surtout le remplacement des RD36 par des RD38. Ils étaient eux aussi plus puissants de 10% et un peu plus fiables. Grâce à cette augmentation de puissance, de l'installation d'une roulette de nez orientable et de nouvelles procédures rendant possible des décollages et des atterrissages en roulant sur de très courtes distances, manœuvres énergétiquement plus économes, le Yak-38M pouvait enfin décoller à pleine charge tout en améliorant le rayon d'action, ainsi presque doublé pour atteindre les 350 km. 50 Yak-38M ont été produits pour prendre le relais des versions initiales. Bien qu'allant dans le bon sens, cette modeste évolution ne peut faire oublier que le Forger est une machine totalement dépassée au milieu des années 80. Alors Yakovlev, qui planchait sur son remplaçant depuis presque 10 ans, finalise son projet avec le Yak-41M. La philosophie de base est restée la même, mais les modifications sont très profondes. L'avion est bien plus sophistiqué, bien plus gros qu'un Yak-38 avec 19 tonnes en charge, c'est presque le double. La cellule du Yak-41M était résolument plus moderne avec 25% de cette dernière en matériaux composites, et de nombreuses pièces étaient en titane. La voilure était à présent en position haute avec des apex au niveau de l'emplanture. Et les sections extérieures pouvaient toujours se replier pour le stockage. Les commandes de vol étaient électriques et les moteurs ainsi que leur surveillance étaient intégralement gérés par électronique. Cette machine réalise un premier vol conventionnel en 1987. Et en 1990, un vol complet avec décollage et atterrissage à la verticale. Autre spécificité notable, la partie arrière du fuselage avait été grandement repensée avec 2 poutres et 2 dérives, pour laisser la place à une grosse tuyère articulée, grâce à un mécanisme particulièrement ingénieux, du nouveau moteur principal, un R79. Double flux, sa poussée maximale était de 11 tonnes à sec, 15 tonnes et demie avec post-combustion, et 14 avec le prélèvement d'air activé lors des phases de vol vertical. Hormis cette puissance remarquable, la plus grande difficulté du motoriste fut de garantir la stabilité de la post-combustion lors de la rotation de la tuyère, ainsi que la résistance de cette dernière à la chaleur intense en position verticale. Malgré tout, l'utilisation de la PC était limitée à 2 minutes et demie dans cette position. Ce moteur principal était associé à 2 nouveaux moteurs de sustentation, des RD41 à la poussée unitaire proche de 4 tonnes. Ils étaient équipés eux aussi de tuyères légèrement orientables, permettant de modifier l'angle de poussée de plus ou moins 12 degrés, améliorant les performances lors des décollages et des atterrissages courts. Pour le contrôle par réaction, on retrouvait des bus d'extraction d'air de part et d'autre des ailes pour le roulis. Mais pour le lasser, c'étaient des extracteurs circulaires situés eux au bout des 2 poutres arrière pour le premier prototype et par un extracteur orientable sous le cockpit pour le second. Autre nouveauté, la maîtrise du tangage était obtenue par la poussée différentielle entre les moteurs avant et arrière, ce qui permettait par la même occasion de diminuer par 2 la quantité d'air nécessaire prélevée au compresseur. Conçu comme un appareil plus polyvalent que son prédécesseur, le Yak-41 était équipé d'un canon GSH-31, identique à celui du MiG-29. Et il avait été prévu de recevoir une avionique semblable à ce dernier, ainsi qu'un dérivé de son radar Doppler phasotron. L'ensemble lui permettant d'utiliser les mêmes bombes et autres missiles, installés sur 4 points d'emport pour un total limité à 2 tonnes. En vol, la maniabilité avait été grandement améliorée et le Yak-41 possédait à présent un rayon d'action enfin acceptable, aux alentours de 750 km, capable d'atteindre une vitesse supersonique avec Mach 1,5 en pointe. D'ailleurs, beaucoup de records attribués aux avions VTOL ont été battus par le Yak-41M pendant les essais. Mais la machine étant classée secret défense, ces records ont été homologués à la FAI sous une fausse désignation avec un Yak-141. Malgré cela, la machine resta à l'état de prototype avec seulement 2 exemplaires réalisés, dont une reconstruite d'ailleurs à la suite d'un atterrissage un peu trop brutal.
En fait, erreur de timing, au début des années 90, l'Union soviétique vient de s'effondrer. Et il n'y a plus de budget, ou du moins le peu qui reste est alloué au nouveau porte-avions Kuznetsov et ses Su-33, finalement bien plus performants. Lâché par la marine russe donc, Yakovlev tenta de vendre sa machine à l'export sous la désignation Yak-141, code OTAN Freestyle, qui est finalement resté. Mais sans grand succès. Même un rapprochement avec Lockheed Martin pour trouver des débouchés n'y changera rien. Au même moment, et pour les mêmes raisons, les Yak-38M sont retirés du service ainsi que les 4 navires sur lesquels ils opéraient. Le Kiev est vendu à la Chine, devenant une attraction pour touristes dans la baie de Tianjin. Le Minsk, vendu à la Chine lui aussi, devait subir le même sort, mais il a été finalement abandonné sur le fleuve Yangtze, jusqu'à ce que des explorateurs urbains imprudents, ou mal intentionnés, y mettent le feu en août 2024. Vous avez peut-être vu ces images d'ailleurs. Le Novorossiysk, quant à lui, a été gravement endommagé par un incendie en 1995, décidément, et il fut démantelé en Corée du Sud en 1997. Pour le Bakou, c'est un peu différent. Il fut d'abord renommé entre-temps Amiral Grozhkov avec la fin de l'URSS, puis il fut vendu à l'Inde et transformé lourdement. Renommé Vikramaditya à cette occasion, il est devenu un porte-avions avec tremplin, sur lequel opèrent encore aujourd'hui d'autres drôles de machines que sont les MiG-29K.